Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Gabriel Ringlet, prêtre et écrivain. Gabriel Ringlet, bonjour. Bonjour. Et merci d'être toujours présent écoutez, avec nous. Ça fait plaisir. Hein. Avec vous, j'ai envie de discuter aujourd'hui d'un livre que vous avez déjà publié en 1996, mais que l'on peut toujours trouver, puisqu'il est édité en poche, Éloge de la fragilité. Et oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité un jour écrire un livre sur la fragilité, alors que notre société prône tout le contraire ? Pour moi, c'est une question clé. Hein. Et ça reste la question clé qui traverse toute mon existence, de la naissance jusqu'à la mort. Si nous n'accueillons pas notre propre fragilité, je pense que nous allons en sortir avec beaucoup de difficultés dans la vie. Et la fragilité, c'est cela que je tente de faire entendre dans ce livre. Je veux qu'on la comprenne comme une force. La fragilité, ce n'est pas la qualité, si je peux me permettre, des mollassons. Hein. Ce n'est pas être caoutchouteux, ce n'est pas n'avoir pas de colonne vertébrale. Au contraire, plus on est fragile et plus on est solide. Mais on ne nous dit pas ça. On ne nous dit pas ça à l'école. Qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes, y compris aujourd'hui et peut-être plus que jamais aujourd'hui? Si vous voulez réussir dans la vie, surtout ne laissez pas paraître vos failles. Mais c'est un mensonge, c'est un scandale. Il faut laisser paraître ses failles pour, entre guillemets, réussir dans la vie. Je pourrais vous raconter des histoires à n'en pas finir là-dessus. Hein. Moi, j'ai vu des jeunes avec des diplômes brillantissimes. Je pense par exemple à quelqu'un qui était devenu ingénieur, magnifique ingénieur, qui se trouve tout de suite avec un poste, qui se trouve dans son entreprise. On lui confie 5 personnes, 5, il s'écroule. Il s'écroule parce que soudain ça devenait complexe de gérer des relations humaines, parce qu'il n'avait pas rencontré sa propre fragilité. Il était très solide techniquement, mais c'est autre chose, la vie concrète. Donc je trouve que dans la vie de couple, dans la relation parents et enfants, à l'école, dans la vie professionnelle, j'insiste beaucoup dans la vie professionnelle, y compris dans la vie professionnelle de pointe, là où on combat, là où on cogne tous les jours, il faut oser accueillir la fragilité pour mieux en sortir. Je suis convaincu qu'un chef d'entreprise, par exemple, qui accueille sa fragilité, d'abord dans le secret, mais qui en pose aussi quelques gestes publics, il aura peut-être quelques difficultés parfois, mais il ira plus loin. Et je l'ai en tout cas vécu extrêmement concrètement comme vice-recteur. Se trouver pendant de nombreuses années, 13 ans, dans un conseil rectoral à la tête d'une grande université où il y a des décisions très difficiles à prendre tout le temps. Jamais, je pense pouvoir dire, je n'ai renoncé à cette fragilité qui est en moi et dont je suis plutôt fier. La fragilité, quelque part, il y a cette béatitude, je ne sais plus qui l'avait sortie, mais cette béatitude contemporaine, hein, bienheureux les fêlés, il laisse passer la lumière. On est un peu dans cette idée-là? Oui, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de faille, non seulement la lumière ne passe pas, mais je me durcis, je me crispe et je ne sais plus. Je ne sais plus où sont les repères, où est le chemin. Je ne sais pas comment convaincre que la fragilité ne doit vraiment pas faire peur. Mais je comprends que ce soit un combat. Hein. J'ai beaucoup cheminé intérieurement sur ce terrain-là, mais on doit y revenir tout le temps. Par exemple, je peux témoigner que je n'ai jamais terminé un seul de mes cours, et ce n'étaient pas des cours de théologie, il n'y en avait que quelques-uns, c'était surtout des cours de journalisme. Je n'ai jamais terminé un seul de mes cours sans dire à mes étudiants « J'ai une seule chose à vous dire au moment où nous allons nous quitter, n'ayez pas peur de votre fragilité. Elle sera une très grande force dans votre existence. Elle vous fera peut-être souffrir. Ce sera peut-être très exigeant, mais n'en ayez pas peur. Partez avec ce bagage-là. » Quand je les revois aujourd'hui, après 10 ans, 20 ans de vie professionnelle, ils me disent « ça, on n'a pas oublié ». Quelque part, ça rejoint ce que saint Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, « car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». C'est vrai. Saint Paul est un de ceux qui, notamment, lorsqu'il parle de choses aussi importantes que la résurrection, ose les failles, ose balbutier. Moi qui n'ai pas toujours beaucoup aimé saint Paul, je le redécouvre de plus en plus parce que je découvre qu'il y a des failles en lui.
Je n'avais peut-être pas vu tout de suite les fragilités de saint Paul, et en relisant certains de ses textes de plus près, mais dans le fond, il est tout sauf dans la certitude. J'ai retenu trop de slogans qui le mettaient dans la certitude, mais il y a des failles chez saint Paul, comme il y en a tout plein dans l'Évangile, comme Jésus ose nous accueillir avec nos failles. Et ça, c'est formidable quand même. Jésus qui dénonce en même temps aussi le risque, alors peut-être le risque, si nous n'acceptons pas cette fragilité, de tomber dans la sclérocardie, cette dureté du cœur. C'est comme assez beau ce terme. C'est très très beau, et je trouve que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui met ça en application très concrète pour son Église, c'est le pape François. Je crois que quand on regarde les années qui viennent de s'écouler, et pas nombreuses depuis son élection, ce cœur qu'il met, ce cœur qu'il regarde, qu'il veut que nous rencontrions, non pas dans l'abstraction, mais y compris dans nos organisations institutionnelles, là, nous nous trouvons sur un terrain très très solide. J'ai rarement entendu, depuis 40 ou 50 ans, dans les discours pontificaux, un aussi grand respect de la fragilité au sens où nous sommes en train d'en parler ici. Comment justement aider celles et ceux qui nous regardent, qui aujourd'hui sont là, peut-être les aider à accepter ce qui fait le cœur même de notre humanité? Je pense que c'est vrai que c'est tout un écolage, c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. On ne devient pas fragile, si j'ose dire, comme ça, par un bouton, par quelque chose de magique. La fragilité, c'est presque le combat de toute une existence. Donc je ne réponds pas de manière facile, hein. Moi je comprends très très bien que lorsqu'on est jeune, on soit bardé, qu'il faille parfois une kalachnikov pour aller dans le béton armé, pour essayer de rencontrer le jeune qui quelquefois nous échappe. Je voudrais que plus nous avançons et plus nous vieillissons, plus nous soyons capables d'humour, de fantaisie, que nous concédions enfin que nous avons des failles, mais Dieu sait que c'est difficile, hein, de se regarder vieillir, pour ne prendre que cet exemple-là, et enfin marcher vers cette liberté intérieure, vers cette joie intérieure que donne la fragilité. Parce qu'il y a une liaison avec la liberté. Se reconnaître fragile, c'est avoir finalement une formidable assise intérieure et se sentir bien plus libre. Mais justement, est-ce que la fragilité n'est pas aussi l'essence même de toute relation d'amour et d'amitié? C'est parce qu'il y a ce partage de la fragilité que quelque part les sentiments peuvent exister. C'est tout à fait vrai, et vous prenez l'exemple de l'amitié, l'exemple de l'amour. Je pense que si dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale, la fragilité ne joue pas, j'ai presque envie de dire, un rôle premier, et si je prends l'exemple de l'amour, un rôle aussi fort que celui de la passion, alors je pense que l'amour ne durera pas. Et que ce que je trouve parfois de magnifique, et qui peut même m'émouvoir très très profondément, c'est de voir que dans les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, c'est de voir à quel point un chemin se solidifie à partir du moment où les partenaires ont su dire à l'autre leurs propres failles. Moi, je me rends compte que je me suis parfois rapproché de certaines personnes le jour où j'ai osé dire « Mais est-ce que tu sais à quel point je suis fragile sur ce terrain-là, sur ce terrain-là, sur ce terrain-là? Est-ce que tu mesures mes limites ?» Eh bien, ça change tout, hein. Ça change tout parce que l'autre ose à ce moment-là vous dire sa propre faille, sa propre fragilité, et nous nous découvrons tellement humains et à ce moment-là tellement proches qu'on va plus loin et que du coup on est fort en unissant ces fragilités. Boris Cyrulnik, que vous avez sans doute déjà eu le plaisir de rencontrer, dans un de ses livres, il rappelle que quand deux loups se battent, que le loup sait qu'il va dominer, sait qu'il perd le combat, il tend sa nuque qui est le lieu le plus fragile, et puis le loup dominant
mime comme s'il croquait cette nuque, et puis il ne va jamais, plus loin. Et de là, Boris Cyrulnik disait, mais lorsque nous exposons notre fragilité, sauf si on a un pervers devant nous, mais si on a un être humain devant nous, eh bien quelque part, l'autre ne va jamais mordre là où la fragilité est exposée. Est-ce que vous, dans votre expérience de vie, vous agréez avec ce que Boris Cyrulnik propose? Non seulement j'agrée tout à fait, mais j'irai jusqu'à prétendre que toute ma vie professionnelle, je ne parle pas seulement de ma vie personnelle, mais ma vie professionnelle, là où j'ai eu des responsabilités, dans l'enseignement, dans la direction de l'université, c'est exactement cela qui s'est passé. Chaque fois que je me concédais fragile, que je me regardais fragile et que j'osais le dire et que j'osais le montrer, la solution était plus facile. Quelque chose s'est dénoué, quelque chose s'est débloqué, alors que traditionnellement, si j'ose employer ce mot, on gouverne autrement. Je pense, encore une fois, si je reviens à l'exemple qui me touche beaucoup, bien sûr, qui est celui de l'Église, que plus on se montre fragile, et c'est vrai pour un évêque comme pour n'importe lequel des chrétiens de base, plus on se montre fragile et plus on va pouvoir cheminer dans la vérité, justement. Merci à vous, Gabriel Ringlet. On vous retrouvera de toute façon très prochainement. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.